avait anéanti toute trace de confiance et d'amour. Ses dettes devaient être remboursées, d'une manière beaucoup... Sur la route sinueuse qui menait à la maison, les freins ont lâché sans prévenir. La voiture a percuté le garde-corps et a plongé dans le vide. Quelques jours plus tard, le vieux Song, qui n'avait pas réussi à joindre Jenny, sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. Une enquête fut rapidement ouverte, mais elle se heurta à des obstacles à chaque tournant, aboutissant à une impasse. Jack se montra irréprochable, affrontant les interrogatoires avec un sang-froid sans faille, tandis que Liz s'était depuis longtemps déchargée de toute implication. Peu de temps après, un cadavre féminin carbonisé a été découvert près du bord de la falaise, entouré de la carte d'identité et des effets personnels de Jenny. Les résultats des tests ADN ont confirmé que la victime était bien Jenny. Mais le rapport d'autopsie a révélé une anomalie troublante. Des traces importantes de somnifères ont été trouvées dans l'organisme de la victime. Mark est retourné sur les lieux pour mener une enquête plus approfondie et a découvert un détail crucial. Il n'y avait aucune trace de dérapage sur la chaussée. Cela indiquait qu'avant que le véhicule ne plonge dans le vide, le conducteur avait probablement déjà perdu connaissance, voire péri. Par ailleurs, le vieux Song a découvert l'importante police d'assurance-vie que Jack avait secrètement souscrite pour Jenny, avec une couverture atteignant 1,5 milliard de won. Cette somme aurait été suffisante pour régler toutes ses dettes et assurer son avenir financier indéfiniment. Le mobile, le timing, les incohérences sur les lieux, tous les indices pointaient subtilement vers Jack. Pourtant, la dernière fois, jugeant la chaîne de preuves trop fragile, il avait préféré traiter l'affaire comme un accident banal, insistant sans relâche pour qu'elle soit rapidement classée. Pendant ce temps, Jack réussit à obtenir le versement de l'assurance, recevant 1,5 milliard de wons en espèces. Alors il porta le sac rempli de billets de banque, fredonnant avec suffisance, avec l'intention de faire la fête avec Liz à la maison. Il se croyait le maître manipulateur orchestrant tout, sans se rendre compte qu'il n'était qu'un pion dans le plan méticuleux de quelqu'un d'autre. Une épouse destinée à être rejetée. À l'aube suivante, Jack a été retrouvé mort chez lui, la carotide sectionnée de force, un spectacle horrible. L'arme du crime portait les empreintes digitales de Liz et les 1,5 milliard en espèces avaient disparu sans laisser de traces. La déduction de la police semblait logique. La maîtresse avait conspiré avec son amant pour assassiner la femme et voler la fortune. Par la suite, en raison d'un différend sur le partage du butin, la femme avait tué son complice et s'était enfuie avec l'argent du sang. L'affaire semblait prête à être conclue de manière satisfaisante. Pourtant, aux yeux de Mark, cette soi-disant perfection était truffée de failles flagrantes. En suivant les indices, il a finalement appris à l'hôpital que Jenny savait depuis longtemps qu'elle était lentement empoisonnée et savait exactement qui était l'empoisonneur. Peu après, il a découvert dans le sucrier de Jenny un poison dont la composition chimique correspondait à celle trouvée dans son corps. Alors que l'enquête semblait dans une impasse, Sandra, disparue depuis plusieurs jours, a soudainement réapparu. Mark, les yeux rougis, a révélé deux indices cruciaux. Jenny lui avait un jour révélé ses blessures, et récemment, elle avait développé une insatiable envie de sucrer, frôlant l'addiction. De retour au poste, Mark réfléchit longuement, les fragments dans son esprit se rassemblant progressivement. Une conclusion surprenante mais logique se cristallisa. Ce soir-là, il convoqua Sandra et lui révéla une vérité qui bouleversait toutes les conclusions précédentes. Du début à la fin, Jack n'avait jamais eu l'intention d'assassiner Jenny. Au contraire, Jenny avait utilisé son plan d'assassinat pour orchestrer une évasion parfaite. Revenons maintenant à cette nuit fatidique où Jenny a écrit sa lettre. Après avoir empêché le médecin d'alerter la police, sa première réaction fut de contacter Sandra pour l'informer que Jack avait désormais l'intention de le tuer. Sandra a semblé complètement abasourdie en entendant cela et a exhorté Jenny à appeler immédiatement la police. Mais Jenny n'a pas répondu, présentant plutôt son plan de vengeance avec un calme inhabituel. Il avait depuis longtemps constaté la situation désespérée de Jack. Car celui-ci devait une somme colossale, il avait besoin d'une somme d'argent considérable. Alors Jenny a feint une profonde affection et lui a proposé un plan. Assassiner sa femme pour toucher l'argent de l'assurance. Si Jack était prêt à mourir pour lui, Jenny lui garantirait la tranquillité pour le reste de sa vie. Ces mots touchèrent précisément la cupidité de Jack. Il souscrivit rapidement une importante police d'assurance-vie, sans se rendre compte qu'il était tombé dans le piège de Ruan-Si dès le début, le transformant de proie en cerveau du complot. Une fois la police d'assurance entrée en vigueur, Jenny a méthodiquement recueilli les empreintes digitales de Liz comme prévu. Pendant ce temps, Jack et Jenny s'impatientaient de toucher l'argent de l'assurance. Incapables de se contenir, ils ont décidé d'éliminer immédiatement toutes les traces. Cette nuit-là, Liz a enfilé un masque et s'est infiltrée dans la résidence de Jenny. Au moment où elle s'apprêtait à frapper, Sandra, qui l'attendait, l'a assommée sur place. Par la suite, ils ont administré une forte dose de somnifère à Liz, l'ont habillée avec les vêtements de Jenny et l'ont transportée dans sa voiture. Jenny y a personnellement traversé la zone de surveillance, laissant ses propres traces derrière lui, avant de diriger la voiture sur la route sinueuse de montagne. Il a simulé une défaillance des freins et une chute dans le ravin, puis a finalement incendié le véhicule afin de réduire la voiture et ses occupants en restes méconnaissables, consolidant ainsi parfaitement l'illusion de la mort de Ruan-Si. Même pour le test ADN crucial, il s'était préparé méticuleusement à l'avance. Il avait préalablement prélevé des cheveux de Chen Weizhou qu'il avait enroulés autour de son propre peigne. L'échantillon prélevé par la police à des fins de comparaison était bien sûr celui de Liz, garantissant une correspondance parfaite avec l'ADN de la professeure. Jack, ayant obtenu le versement de l'assurance, croyait avoir tout gagné. Mais au moment où il se retourna, il se figea complètement. Jenny, qui aurait dû périr au bord de la falaise, se tenait devant lui. La peur l'envahit instantanément.
Il s'agenouilla sur le sol, se prosternant à plusieurs reprises, proclamant son amour profond pour elle, et rejetant même toute la responsabilité sur Lise, elle souriait. Au cœur tendre mais impassible, elle écouta toutes ses excuses, sans montrer ni colère ni pitié. Après avoir mis fin à ses jours de ses propres mains, elle a effacé les traces de l'arme du crime, y a apposé les empreintes digitales prélevées au préalable sur Lise, a pris le sac contenant l'argent de l'assurance, et a quitté cet endroit imprégné de péché. La scène qu'il a laissée derrière lui incriminait parfaitement Lise pour meurtre et vol, qui s'est enfui avant que le crime ne soit découvert. Grâce à un plan méticuleusement élaboré, il fit payer un prix terrible à ceux qui avaient comploté contre elle. L'un devint un cadavre froid, l'autre un fugitif traqué sur Internet, condamné à vivre le reste de ses jours dans la peur et l'exil. Mark avait reconstitué toute l'affaire avec une précision sans faille, mais Sandra prononça alors des mots auxquels il trouva impossible de répondre. Le problème, c'est qu'il me manque des preuves. Mais le récit réservait un dernier rebondissement, le plus déchirant de tous. Dans le hall des départs, Jenny se tenait debout, ses bagages à la main, la carte d'identité de Lise dans sa poche, prêt à passer la sécurité et à laisser le passé derrière lui. Alors qu'il s'apprêtait à passer le portique de sécurité, un appel faible retentit derrière lui. Le corps de Jenny y sursauta violemment, se retournant lentement, les yeux remplis de panique, et la personne qui le poursuivait n'était autre que Mark. Il s'avéra qu'il avait compris tout le stratagème dès le début de l'enquête. Mais en tant que policier, il n'avait rien révélé. Au contraire, il avait discrètement orienté l'enquête en utilisant son autorité, aidant à dissimuler les petites incohérences. Même cette nouvelle identité propre et légitime avait été secrètement arrangée par lui. La vérité la plus profonde cachée derrière tout cela était la suivante. Mark était le véritable cerveau derrière cette vengeance. Au lycée, Jenny avait été harcelée par un professeur d'art pervers. Mark, qui nourrissait secrètement des sentiments pour lui, avait discrètement alerté la police. Mais cet acte de protection n'avait fait qu'exaspérer l'agresseur, poussant le professeur à se suicider devant toute la classe. Cet incident avait profondément marqué Jenny, tandis que Mark était rongé par la culpabilité, convaincu qu'il avait échoué à le protéger. Cette culpabilité l'a lié, suivant silencieusement Jenny pendant de nombreuses années. Il n'a jamais été un simple spectateur. Il était le gardien caché dans l'ombre, lui ouvrant la voie, le rattrapant lorsqu'il tombait, le protecteur le plus silencieux mais le plus dévoué. En apprenant tout cela, le cœur de Jenny se serra profondément. À la fin de l'histoire, Jenny et Mark étaient dans les bras avec sincérité. Cette étreinte exprimait une gratitude inexprimable et un tendre réconfort pour Mark. Il souhaitait dire à Mark de ne pas rester prisonnier de ses remords passés, car il était vraiment heureux maintenant. Après l'étreinte, il se détourna, sans plus hésiter, traversant d'un pas assuré le contrôle de sécurité, sa silhouette disparaissant dans la foule, sans jamais se retourner. Mark est resté figé sur place pendant un long moment, le regard fixé sur la direction où il avait disparu.